Et merci à Hermine Ouscachtel qui nous organise ça pour la deuxième année. Voilà, la grande Hermine. Je vous tourne le micro. Alors bonjour à tout le monde et merci d'être présent. Est-ce que tout le monde entend? D'accord. Voilà. Alors en cette fin de salon et de journée, nous allons nous concentrer sur un auteur malien, Amadou Hampâté Bâ, que peut-être que certains d'entre vous connaissent. Est-ce qu'il y en a ici qui connaissent cet auteur, cet écrivain? Très bien. D'accord. Alors nous, ce que nous allons faire, je vais commencer par présenter brièvement la personne d'Amadou Hampâté Bâ, et puis mes camarades ici vont rentrer un petit peu plus dans le détail de certains de ses ouvrages. Alors, pour commencer, qui connaît une citation très célèbre d'Amadou Hampâté Bâ qui concerne les livres? Oui? En Afrique, chaque vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle. Exactement, oui. Pour Amadou Hampâté Bâ, l'essentiel de sa mission, si l'on peut dire, c'était de préserver les traditions orales africaines et surtout de la tradition peul. Et en effet, quand il était à l'UNESCO, il a eu cette déclaration qui est devenue par la suite très célèbre, que, en effet, quand un vieillard meurt, c'est toute une bibliothèque qui brûle. Il a par la suite précisé que quand un vieillard mourait, c'était surtout un vieillard traditionnaliste, celui-là qui connaissait vraiment les traditions, les contes et leur signification, et que c'était une bibliothèque qui représentait un savoir et une connaissance inexploitée. Voilà. Alors, pour vous dire brièvement un petit peu plus sur Amadou Hampâté Bâ, c'est un écrivain, un conteur, un ethnologue, un historien, et sans doute pour d'autres personnes il y a encore d'autres qualificatifs que l'on peut utiliser. Et surtout il est du Mali, mais dans la région qui est parfois connue pour la présence des Dogons, donc dans la région de Bandiagara. Il est issu d'une famille noble peul. Et cela a influencé en tout cas sa jeunesse, parce qu'il a été entouré de beaucoup de personnes qui avaient justement cette capacité à transmettre les histoires des communautés peul et de l'Afrique de l'Ouest à travers la parole. Il dit qu'il a grandi dans un univers où le verbe était roi. Et si l'on considère que c'est quelqu'un qui s'est consacré justement à préserver la mémoire de ses traditions, il dit qu'il divise cette collaboration, cette récolte en trois grandes parties. De la petite enfance à l'âge de 21 ans, il enregistrait surtout tout ce qu'il entendait ou voyait dans sa tête, dans sa mémoire. Pour lui, c'était très facile, il dit, parce que les histoires se répétaient de nombreuses fois. Ensuite, à l'âge de 21 ans, à l'occasion d'un voyage au Burkina Faso, c'est là qu'il a commencé à prendre des notes par écrit pour la première fois. Et ensuite, ça s'est développé, il n'a jamais cessé. Ce que l'on peut dire, c'est que si on situe le contexte historique, politique et social, son pays, le Mali, était un des États qui était administré par la colonie française, l'Afrique occidentale française. Donc c'était un contexte particulier. Étant issu d'une famille noble, les fils étaient souvent réquisitionnés ou encouragés à rejoindre des écoles. Parfois on disait des écoles des otages, mais peut-être que d'autres de mes camarades en parleront davantage. Mais il a commencé par aller à l'école coranique, et puis on lui a fait savoir qu'il fallait continuer à l'école française, et ce n'était pas vraiment dans ce qu'il désirait faire. Alors il s'est sauvé, il est retourné à la maison. Ensuite, il y avait la possibilité d'aller à l'école de Gorée.
Sa mère voulant absolument pas qu'il y aille, il n'y est pas allé, bien qu'il a été admis. Et le respect pour la mère étant primordial, il a écouté ce qu'elle disait. Par la suite, parce qu'il avait refusé d'y aller, il a en sorte été un peu puni, comme on peut dire. Il a été affecté loin de chez lui, à Ouagadougou, où il a eu comme titre, si je me souviens bien, écrivain temporaire, essentiellement, je crois, précaire et inclassable, quelque chose comme ça. Enfin, il est resté, je crois, une dizaine d'années. Et c'est surtout quand il a réussi à être affecté à Dakar qu'il a fait une rencontre assez importante dans sa vie du français Théodore Monod, qui est connu pour être un explorateur, un naturaliste, un humaniste. Et c'est à travers Théodore Monod qu'il a plus tard obtenu une bourse pour aller à l'UNESCO à Paris. Et c'est là aussi qu'il a développé beaucoup, il a pu en tout cas parler beaucoup de l'importance de préserver la tradition orale. Par la suite, il est devenu représentant pour le Mali, et surtout quand il a créé à l'indépendance du Mali l'Institut des sciences sociales au Mali, il a pu représenter son pays à l'UNESCO. Par la suite, il est devenu même membre du conseil exécutif de l'UNESCO, et c'est là justement qu'il a fait cette déclaration en faveur justement de la préservation des traditions orales et de leur transcription, que justement quand un vieillard meurt, c'est toute une bibliothèque qui s'en va avec lui. Et là, on peut dire qu'Amadou Hampâté-Bâ a vraiment, je pense, réussi sa mission, parce qu'il a été l'un des premiers intellectuels à justement faire comprendre l'importance en tout cas de préserver, de récolter des informations, de rencontrer les populations, que ce soit le Peul, le Bambara, etc. Et si vous avez eu l'occasion de lire ses livres, vous avez pu découvrir aussi qu'il allie parfois non seulement le récit, mais il inclut beaucoup de contes, des mythes, des légendes, etc. dans ses textes. Alors voilà, je vais passer la parole à mes camarades et nous allons continuer notre découverte de cet auteur très important. Ah, on nous demande de nous présenter. Alors, je suis Joël Thomas. Quand j'ai poussé ma recherche, en tout cas sur Amadou Hampâté-Bâ, j'ai été intéressée parce que d'un côté, je suis de formation journalistique et j'ai également étudié l'anthropologie. Alors, c'était intéressant de voir ce lien et j'ai aussi travaillé à l'UNESCO. Je savais pas, mon Dieu, beaucoup de points en commun. Et nous partageons d'autres dates clés aussi, l'anniversaire, etc. Donc, ça me fait très plaisir de partager un peu plus avec vous, en tout cas, l'histoire et les réalisations de cet écrivain important, en tout cas. Merci. Bonjour à tous, merci d'être là. Alors je m'appelle Guillaume. Comme on dit en Afrique, on est toujours accompagné de notre lignée et on doit donner le nom de nos 4 ancêtres, donc Rébert, Rhodes, Ikwa, Ikala. Comme ça, j'annonce la couleur. Merci d'être là. Nous sommes ici donc le collectif africain de Genève, les jeunes de la diaspora. Comme l'a dit Joël, pour parler de Amadou Hampâté-Bâ, un auteur très important à mon sens pour son intérêt pour les contes populaires, pour la tradition populaire, pour la tradition orale, qui est un puits sans fond, un puits dans lequel on peut puiser continuellement et trouver des informations qui peuvent nous, en tant que jeunes africains ou descendants africains, ça nous permet de nous retrouver nous-mêmes. Alors le livre que je vais présenter, c'est le livre Vie et enseignement de Tierno Bokar. Donc Tierno Bokar qui est l'enseignant spirituel de Amadou Hampâté-Bâ. Toute la problématique de ce livre en fait qui est édité aux éditions Le Seuil, première édition en 1957 par Mathias Carder en fait, qui était un élève de du grand ethnologue Marcel Griol et qui avait par ses recherches découvert un fond vraiment intéressant dans la culture Peul du Mali. Et Amadou Hampâté-Bâ a coédité en fait et coécrit ce livre avec Mathias Carder, qui a été réédité en 1980. Et cette édition-là, c'est celle de 2014, aux éditions Le Seuil. Alors, pour prendre un peu le sujet dans le vif,
Il faut savoir qu'en Afrique, il y a la religion traditionnelle et il y a eu l'influence, en tout cas en Afrique de l'Ouest et du Nord, des confréries soufis de l'islam. Le mot soufi vient de souf en arabe qui veut dire la laine. La laine donc parce que les premiers soufis, les ascètes qui suivaient les pas du prophète, portaient des vêtements de laine très simples en fait. Et c'est pour ça qu'on a donné ce nom de soufi à ceux qui suivaient ces enseignements-là. Et donc Thierno Bokar est le descendant de El Hadj Omar, qui était le chef de la confrérie Tijaniya. La Tijaniya, c'est une des branches soufis, on pourrait dire une des écoles en fait, car les soufis ont plusieurs écoles à l'intérieur même de l'islam. C'est comme les confréries catholiques, il y a les franciscains, les dominicains, etc. Et là, c'est exactement ça. Et donc, Thierno Bokar a grandi donc, à Bandiagara, où son père était donc un noble, descendant de El Hadj Omar, et sa mère aussi une noble Peul de la région du Massina. Très tôt, ce jeune homme donc, a montré des talents particuliers, une prédisposition pour tout ce qui était science spirituelle. Il avait une grande soif de connaissance, un appétit insatiable pour tout ce qui était connaissance soufie, connaissance de l'islam. Et très vite, son père a dû repartir en fait en guerre, parce que cette époque, il faut remettre dans le contexte, c'est le 19e siècle, fin du 19e siècle. Et il y avait justement des grands conflits à l'intérieur des peuples peuls, et aussi avec la colonie française qui était là. Donc Thierno Bokar a grandi auprès de sa mère, comme son père était parti, et pour